idées, tout ça. Donc je comptais que les intervenants présentent après leur formation. Et sinon, de toute façon, ça viendra dans le débat. Bon, alors, il y a débat au sein de la gauche sur cette question politique majeure. Et plusieurs options sont proposées aux Français, des options quelquefois très opposées. Il nous a donc semblé important de faire cette réunion afin d'avoir un débat fraternel et chaleureux entre organisations de gauche, d'autant plus que les mass médias caricaturent à outrance les positions des uns et des autres. Cette réunion va se dérouler avec une prise de parole de représentants de ces mouvements d'une durée maximum de 10 minutes, ce qui est déjà pas mal. Ensuite, le débat s'instaurera entre le public et les intervenants. Nous avons pensé faire des paquets de 6 questions. Voilà, donc questions, réponses ou même réponses dans le public parce qu'ils n'ont pas forcément toutes les vérités. Et puis on recommencera notre paquet de questions si nécessaire, ainsi de suite. Alors bien sûr, je demanderai aux personnes du public de ne pas être trop longues aussi dans leur intervention afin que tout le monde puisse s'exprimer. C'est ça l'objectif principal, hein, c'est que tout le monde participe, hein, parce que c'est quand même quelque chose de très important, cette Union européenne. Voilà. Alors les intervenants, vous avez Benoît Fauquembert qui est enseignant, syndicaliste et membre du PRCF. Vous avez Stéphane Gesselin, qui est enseignant, syndicaliste, secrétaire départemental du POID. Voilà, donc Parti ouvrier indépendant démocratique. Vous avez Mina Idir, qui est donc secrétaire départemental du PCF. Gilbert Guédon, qui est militant d'Attaque. Jackie Omer, syndicaliste et responsable du Front syndical de classe. Et Franck Chardini, qui représentera la France insoumise. Voilà. Eh bien, je lance le débat et donc on commencera par Benoît, donc du PRCF. Donc, bonjour à tous. J'ai préparé une intervention écrite, on perd un peu sur la forme, mais ça me permettra de ne pas louper des informations et puis de ne pas perdre trop de temps. Donc je commence tout de suite. Je ne sais pas si vous m'entendez. Non. Là, un peu plus fort. Mais peut-être qu'il y a des places devant, peut-être que n'hésitez pas à venir, parce que voilà. Moi j'étais toujours au fond, mais c'est bien. Nous nous trouvons à quelques jours de l'anniversaire du 29 mai 2005, date du référendum sur la Constitution européenne, durant lequel le peuple travailleur de France avait infligé une défaite cuisante à l'oligarchie capitaliste. 13 ans après, nous vivons un printemps de lutte contre un ensemble de contre-réformes imposées par le gouvernement Macron dans le droit fil des injonctions européennes. Aujourd'hui comme hier, la question de l'Union européenne est d'une actualité brûlante et elle est au cœur de la casse du modèle social français instauré par les grandes conquêtes populaires de 1936, 1945 ou 1968. C'est en 1957 qu'est créée la Communauté économique européenne, la CEE, par le traité de Rome, dans le contexte de la guerre froide. Elle fait suite à la CECA et à la tentative avortée de la CED, dans le domaine de la défense. Derrière tous ces épisodes, nous trouvons le capital nord-américain et les grosses entreprises du continent européen, chimie allemande en tête. Il s'agit pour toutes ces forces de construire une vaste zone de libre-échange, arrimée à Washington et à l'OTAN, faisant face au bloc soviétique. Il s'agit aussi de commencer à populariser l'idée d'États-Unis d'Europe, dissolvant les États-nations. Des décennies de bourrage de crâne font passer les fondateurs de l'Europe pour de généreux altruistes un peu idéalistes. En réalité, les Schuman et autres monnaies étaient des agents intéressés du capital et leurs projets, loués par la droite et les socialistes, s'attiraient de très vives critiques du PCF et de la CGT. Ainsi, Benoît Frachon, secrétaire général de la CGT, déclarait-il dès 1957, je cite, « Le marché commun constitue en fait un grave danger pour l'économie nationale des pays les plus faibles et une menace non moins grave pour les travailleurs de l'ensemble de ces pays. Il ne peut aboutir qu'à l'hégémonie des capitalistes et des monopoles les plus puissants, en l'occurrence les monopoles allemands étroitement associés aux monopoles américains. Aucune divination ici, seulement la stricte analyse de classe de ce qu'était la construction européenne, et nous allons le voir. La CEE s'est ensuite peu à peu élargie et approfondie avec le vote du marché unique européen en 1986, soutenu par le Front National, qui instaure la déconstruction du marché national et du service public. En 1992, suite à la chute de l'URSS et à la réunification allemande, la CEE devient Union européenne avec le traité de Maastricht, qui approfondit l'intégration européenne par une construction politique et économique. La formule emblématique du traité de Maastricht est, je cite, « L'Union européenne est une économie de marché ouverte sur le monde où la concurrence est libre et non faussée. » Cette phrase signifie que l'UE est par nature et par essence capitaliste
et qu'elle vise essentiellement à la marchandisation de tous les biens et services, ainsi qu'à l'affaiblissement des États et des services publics. Ce qui faisait alors dire à Alain Madelin, célèbre libéral, que l'Europe, citation, c'est l'assurance tout risque contre le socialisme. Le pilier monétaire est mis en place par la préparation puis le passage à l'euro, avec ses critères budgétaires austéritaires, gérés par la Banque centrale européenne, une banque centrale déconnectée des peuples et directement dirigée par le capital financier, principalement allemand. L'euro est à la fois donc un dispositif monétaire, une police budgétaire continentale, mais c'est aussi un arrangement interimpérialiste entre la zone marque et la domination du dollar. En 2007, le traité de Lisbonne sanctifie la construction européenne capitaliste et il constitue une véritable forfaiture, puisqu'il reprend la Constitution européenne pourtant rejetée par le peuple français en 2005. Le tout est verrouillé par l'impossibilité de changer les traités, puisqu'il faudrait l'unanimité des 28 États de l'Union européenne, ce qui est tout bonnement impossible. Enfin, en 2012, est adopté le pacte budgétaire européen et son mécanisme de convergence des politiques économiques et monétaires de la zone euro. Dans cette UE désormais en place, la Commission de Bruxelles, non élue, est l'organe central avec de très larges prérogatives. Le Parlement, lui, n'est qu'un Parlement croupion qui ne dispose pas de l'initiative des lois. Il est surtout un Parlement qui ne représente aucun peuple et qui n'exprime donc en aucune manière la souveraineté populaire. L'Union européenne légifère par le biais des règlements communautaires, des décisions et des directives, ainsi que par des recommandations et autres grandes orientations des politiques économiques adressées chaque année aux États membres. L'ensemble de sa politique est défini par les traités et les textes annexés, en particulier la stratégie de Lisbonne, rebaptisée Stratégie Europe 2020, qui supervise tous les domaines de la vie de tous les pays, marché financier, éducation, finances publiques, protection sociale, emploi, salaire, etc. Bien évidemment, un système de sanctions et la Cour de justice sont prévus pour les États qui voudraient mener une politique alternative, comme ce fut le cas en Grèce il n'y a pas si longtemps. Car en vertu des traités, la Commission peut notamment infliger à un pays une amende allant jusqu'à représenter plusieurs points de PIB en cas de non-suivi de ses recommandations. Ce qu'il faut donc bien saisir, c'est que les traités supranationaux sont de nature totalitaire. En effet, ils ne fixent pas de manière neutre, technique, le fonctionnement des institutions européennes en laissant au peuple le soin de décider des orientations politiques. Non, au contraire, les traités définissent une politique unique du capital. Ils inscrivent les pays qui y appartiennent dans l'application obligatoire du néolibéralisme et dans l'affiliation au bloc otano-occidental, en piétinant si nécessaire les souverainetés populaires, comme l'avouait très récemment le commissaire européen socialiste Pierre Moscovici à propos du CETA, je cite, « Le CETA continuera à s'appliquer, même en cas de rejet d'un des parlements nationaux ». Comme le dévoilait aussi sans fausse pudeur Jean-Claude Juncker, président de la Commission européenne et grand ami de l'évasion fiscale des multinationales à propos de la Grèce, je cite encore, cette phrase vaut son pesant d'or, « Il ne peut y avoir de choix démocratique hors des traités européens ». Dans la réalité des textes et des politiques menées, nous assistons donc à une planification et une imposition européenne des régressions sociales, déclinées nationalement avec la complicité des gouvernements en fonction du degré de résistance des peuples. Nous pourrions développer l'exemple de l'austérité budgétaire, de l'agriculture, de la sécu, des retraites, des mutuelles, des services publics, de l'assurance chômage, de l'éducation, de l'architecture institutionnelle de ce qu'ils appellent les territoires, des salaires, etc. Nous nous en tiendrons rapidement à deux sujets d'actualité, les délocalisations d'un côté et évidemment la SNCF de l'autre. Concernant les délocalisations, l'Union européenne impose le droit pour une entreprise de s'installer n'importe où en Europe, ainsi que la circulation illimitée des travailleurs, des marchandises et des services. De l'autre côté, elle interdit l'harmonisation sociale, organisant une véritable tenaille antisociale et une gigantesque course au dumping fiscal et social via la possibilité pour toute grande firme de se domicilier là où la fiscalité est la plus basse, d'exploiter la main-d'œuvre là où les salaires sont les plus bas et de faire appel à des sous-traitants là où le droit du travail et le droit social sont les plus faibles. Quant au transport ferroviaire, la matrice européenne est tout aussi claire, avec l'utilisation de paquets ferroviaires depuis 2001, incluant des directives contraignantes pour les États membres. Après les 3 premiers paquets ouvrant à la concurrence le fret et le transport international des voyageurs, le 4e paquet ferroviaire, adopté en 2016, entend achever l'ouverture totale à la concurrence du rail dans l'Union européenne d'ici 2019, ce qui explique la précipitation du gouvernement dans son projet de casse de la SNCF et du statut des cheminots. Souvenons-nous des exemples de France Télécom, La Poste ou Air France.
Transformation du service public en entreprise publique avec casse des statuts, puis transformation du secteur en marché avec privatisation et installation d'une oligopole entre grandes firmes en position de rente, l'engrenage est toujours le même. Au final, l'Union européenne dévaste les droits sociaux et démocratiques, met les peuples en concurrence et frappe très durement les milieux populaires. Elle entretient une violence sociale et idéologique terrible qui, derrière les discours de façade, promeut le modèle libéral de la guerre de tous contre tous et de la responsabilité individuelle totale des destins de chacun, en même temps qu'elle s'attache à criminaliser le communisme et le syndicalisme de lutte. Cette promotion permanente de la réussite et de la concurrence individuelle, et donc du plus fort et des premiers de cordée, se traduit inévitablement par la valorisation de l'extrême droite au pouvoir dans de nombreux pays et pas seulement à l'Est, qui prônent les mêmes valeurs. Cela détermine un processus de fascisation extrêmement préoccupant, avec par exemple la stricte limitation du droit de grève en Grèce à la demande de Bruxelles pour continuer à y martyriser le peuple travailleur, ou avec la répression de plus en plus violente dans notre pays des mouvements sociaux et des étudiants avec le concours des officines d'extrême droite. Ou encore avec la fusion en cours entre extrême droite et droite réactionnaire, sous l'œil bienveillant de l'aile fanatiquement euro-atlantique de la grande bourgeoisie, celle qui est adepte de la marche forcée vers l'Europe fédérale, avec sa défense européenne, sa souveraineté européenne, son gouvernement de l'euro. Alors, face à cette Union européenne, quelle solution pour les travailleurs et pour les peuples? Certains militent pour une réorientation progressiste de l'Europe, font campagne sur le thème de l'Europe sociale, voire sur l'internationalisme qui serait inhérent à l'Union européenne. L'Union européenne a d'ailleurs elle-même mis en place des organisations chargées de promouvoir l'Europe sociale, à l'image de la Confédération européenne des syndicats au niveau syndical, et je pense que mon camarade Jackie Omer en dira un mot tout à l'heure. Rappelons d'abord que l'UE supranationale n'a rien à voir de près ou de loin avec l'internationalisme. Le supranationalisme, c'est justement la dissolution des souverainetés et la négation des peuples et des nations, alors que l'internationalisme est au contraire la libre association et la libre coopération entre peuples souverains. Et disons les choses clairement, l'UE n'étant rien d'autre que ce qu'établissent ces traités, on ne peut réorienter l'UE vers la gauche, ni même d'ailleurs sortir des traités supranationaux sans sortir de l'Union européenne elle-même. L'Union européenne n'est ni amendable ni réorientable. Elle est l'outil construit par les puissances capitalistes pour mener leur politique antisociale, antidémocratique et impérialiste à l'échelle continentale. Un empire supranational à l'abri des peuples, une thérapie de choc antisociale permettant de mettre les travailleurs en concurrence pour réduire le prix de la force de travail et subventionner massivement le capital. Des États balkanisés et des euro-régions, une politique impérialiste appuyée sur l'OTAN et sur l'augmentation des dépenses militaires offensives, une criminalisation du communisme et du syndicalisme de lutte, voilà la feuille de route européenne du capital et voilà l'essence de l'Union européenne. Pas plus qu'un tigre ne saurait devenir végétarien ou l'OTAN un champion de la paix, l'Union européenne, ne peut devenir sociale. Toute politique favorable aux intérêts populaires suppose ipso facto la sortie de l'UE et de l'euro, sans même parler de l'OTAN. C'est pourquoi, pour le PRCF, il n'y a qu'une alternative que nous résumons par en sortir pour dessiner une perspective populaire de changement de société, ou y rester pour mourir noyé dans les eaux glacées du calcul égoïste. Pour en sortir et s'en sortir, nous proposons donc la démarche de constitution d'un front de résistance antifasciste, patriotique, pacifique, populaire et écologiste, ça fait frappe, associant les couches moyennes au monde du travail pour isoler l'oligarchie capitaliste. Ce regroupement à vocation majoritaire viserait clairement un Frexit progressiste, antifasciste et internationaliste, une sortie par la gauche de l'UE, euro, OTAN, pour mettre le monde du travail au centre de la vie nationale, comme y invitait le Conseil national de la résistance dans son programme, tout en déployant des coopérations transcontinentales tous azimuts. Et chemin faisant, de rouvrir concrètement dans le droit fil du Rassemblement populaire majoritaire la voie du socialisme pour notre pays. Ainsi, et j'en finirai là, alors que les couches moyennes rejettent largement l'UE en France et dans la plupart des pays européens, les couches populaires, le PRCF propose donc d'agir concrètement pour qu'émerge en France et en Europe un pôle progressiste 100% opposé à l'Union européenne fascisante et belliciste, 100% opposé à l'impérialisme et à l'oligarchie capitaliste. Merci de votre attention. La parole est donc à Amina, donc du PCF. Il y a 10 minutes maximum. Oui, voilà.
Voilà, bon, merci aux camarades pour la présentation. Donc, et pour l'historique aussi, donc je ne vais pas reprendre certaines choses qui ont été dites. Je vais quand même répondre indirectement à ce qui a été dit, quelle est la position aujourd'hui du Parti communiste français dans la situation et notre rapport par rapport à l'Europe. Aujourd'hui, nous, ce que nous souhaitons, c'est en Europe, c'est l'humain d'abord, pas la finance. Donc c'est pareil, j'ai un petit texte préparé, ça permet de, même si ce n'est pas très vivant, mais il n'en voudrait pas. Les élections européennes auront lieu donc prochainement et aujourd'hui, c'est un débat qui anime toutes les forces de gauche progressistes notamment. Et cette idée de sortir de l'Europe est une idée qu'on entend de plus en plus. Et je suis très heureuse d'avoir été invitée pour pouvoir discuter justement sur ces questions. Depuis les premiers pas de la construction européenne jusqu'à aujourd'hui, en passant par Maastricht, l'acte unique pour le non-référendum de 2005, les communistes se sont toujours opposés à la mainmise des intérêts du capital sur la construction européenne, rendue possible par les dirigeants politiques libéraux. Nous alertions alors sur les risques de la crise économique, sociale, écologique, politique et même civilisationnelle vers laquelle cette conception nous menait. Les gouvernements français ont participé activement à la rédaction des traités et en ont été des exécutants zélés. Aussi, avec les classes dirigeantes des autres pays, ils auront passé les 10 dernières années à utiliser les outils communs européens à la faveur de la crise financière de 2008 pour accélérer la destruction de notre modèle de société, avec la casse de nos services publics, des codes du travail, ainsi que la privatisation et les libéralisations des secteurs jusqu'ici protégés des lois du marché dans l'intérêt des populations, tout en protégeant bien entendu les intérêts des actionnaires, des banques et des multinationales par l'injection massive de liquidités dans le système bancaire, sans aucune condition sur l'emploi et l'écologie, la socialisation des dettes privées et la concurrence fiscale. Les inégalités ont bien sûr explosé dans et entre les pays européens, pendant qu'une minorité s'est enrichie. Nos sociétés souffrent, elles sont affaiblies face à la crise financière qui vient et sont aujourd'hui incapables de relever les grands défis du monde. Développement humain partagé, transition écologique, paix et sécurité collective, alors même que la politique irresponsable de Trump, la montée en puissance des régimes autoritaires, la croissance des périls pour la paix du monde rendent plus nécessaire que jamais une Europe de la coopération. Aujourd'hui, Macron défend toujours cette même orientation libérale en France et participe largement à pousser l'Union européenne vers plus d'intégration libérale et militaire, sous couvert de modernité et de refondation. Le budget de la France pour 2018, qui grève lourdement l'investissement dans les services publics et les collectivités locales, les lois travail 1 et 2, l'augmentation de la CSG, la caisse des universités, la situation de l'hôpital et des EHPAD, la nouvelle réforme des retraites et la privatisation de la SNCF et des services publics en sont les preuves. Mais il est devenu impossible d'obtenir aujourd'hui le consentement des peuples pour les réformes néolibérales, tant le rejet de cette Union européenne est massif et très profond dans nos sociétés. C'est pourquoi, pour poursuivre leurs projets et leurs objectifs de remodelage sociaux, les classes dirigeantes en Europe ont clairement opté, après le déni des référendums de 2005, pour un tournant autoritaire, en s'appuyant sur les institutions les moins démocratiques comme la Commission européenne, avec une méthode allant du contournement des parlements, comme avec le 49.3 et les ordonnances en France, et des souverainetés populaires jusqu'au coup d'État financier perpétré contre la Grèce, avec l'appui actif de la BCE et du FMI. La démocratie et les libertés politiques, comme en Catalogne, et les droits humains ont reculé alors à toute vitesse. Nous voici entrés dans une ère de régression civilisationnelle, où la guerre est à l'horizon. La colère contre cette cogestion par le consensus libéral provoque la sanction des pouvoirs établis, mais au profit de l'extrême droite et des démagogues des partis attrape-tout dont les orientations xénophobes pèsent de plus en plus, jusqu'à la constitution de gouvernements droite-extrême droite et une instrumentalisation nauséabonde de la question migratoire. L'appauvrissement, la concurrence, la peur du déclassement et le sentiment d'impuissance produisent dégoût et abstention, laissant la place aux solutions de repli national, de rejet xénophobe et autres phénomènes morbides. Le rapport des forces en Europe risque de se dégrader durablement pour la gauche et les progressistes. Le danger est grand d'avoir un Parlement européen dominé par une droite radicalisée, l'extrême droite et les populistes. Nous, communistes, nous avons décidé de ne pas être témoins horrifiés de l'accélération de l'intégration européenne néolibérale ou de la guerre du nationalisme. Nous refusons le piège idéologique tendu par Emmanuel Macron d'une division entre les pros et les anti-Union européenne. Ce même piège que nous avons su déjouer en 2005, qui évacue la question du contenu des politiques menées et de la responsabilité des gouvernements français qui ont tous soutenu et promu ces politiques. Nous ne pensons pas non plus que l'alternative à l'Union européenne libérale réside dans une sortie de l'Union européenne et de l'euro. Croire que cette option dans un monde d'interdépendance permettrait à notre peuple de se dégager du capitalisme
ou de la concurrence mondiale entre les travailleurs, travailleuses et les peuples est une illusion. Les suites du Brexit en sont une dramatique illustration. Il y a également des défis mondiaux comme l'enjeu écologique, la lutte contre l'évasion fiscale, les gigantesques capitaux spéculatifs mondiaux ou encore la domination du dollar qui exige une organisation à l'échelle nationale. D'ailleurs, les Français et Françaises, comme la plupart des peuples européens, ne veulent plus de cette Union européenne, mais ne veulent pas non plus en sortir. C'est à travers d'intenses luttes pour la reconquête de pouvoir sur les orientations de l'UE et pour le respect des souverainetés populaires et nationales que se situe la voie d'une refondation démocratique de l'Europe. C'est bien du local au global qu'il faut défendre les intérêts populaires et ouvrir des brèches dans l'édifice néolibéral. Les luttes en cours dans notre pays ont besoin d'un rassemblement social et politique uni face au choix du président, face à la droite et l'extrême droite, tant en France qu'en Europe. Pour être victorieuses, ces batailles doivent allier des propositions de rupture avec les choix européens actuels et les propositions de nouvelles constructions européennes. Aujourd'hui, dans le contexte actuel, nous avons, nous, 3 objectifs autour de l'Union européenne et des élections, puisque c'est ça qui en découle. La première, rompre avec l'Union européenne libérale et porter une vision alternative de la coopération entre les peuples, au service des intérêts populaires et internationalistes. Qui décide, qui dispose des outils communs et pour quels intérêts? Voilà la question que nous souhaitons porter dans le débat public en France et en Europe. C'est une question de classe et de démocratie majeure. Nous voulons l'Europe de l'humain d'abord, non celle de la finance. Nous voulons une France libre dans une Europe solidaire. Nous voulons donc une France qui agit de manière offensive à partir des luttes et avec toutes les forces progressistes. Nous avons 4 grands fils que nous souhaitons dérouler. Contre l'Europe de la concurrence, de l'austérité et du chômage, nous voulons l'Europe de l'humain d'abord. S'attacher avant tout sur la réponse aux besoins humains écologiques. Nous ne voulons plus de l'Europe de la finance. L'argent doit être mis au service d'objectifs sociaux et environnementaux. Nous ne voulons plus de l'Europe des coups d'État financiers. Nous voulons l'union des peuples et des nations libres, souverains et associés. Nous voulons que notre pays puisse négocier librement les contours de sa participation à l'Union européenne à travers une construction à géométrie choisie et dans le respect de la souveraineté populaire. Je le répète, nous voulons une France libre dans une Europe solidaire. Nous ne voulons pas d'une Europe dominatrice, militariste et forteresse. Nous voulons un modèle de coopération régionale qui change la mondialisation au service de la paix, des échanges justes et capables de penser les mobilités humaines. Nous avons par exemple des engagements, donc pour les services publics, un moratoire sur les directives de libéralisation, l'abrogation du traité budgétaire et plan d'investissement européen d'urgence pour les transports, la santé, le logement, l'école, développer les échanges universitaires type Erasmus et la formation, pour une Europe des communs numériques et de la neutralité du net et de la protection des données personnelles. Nous souhaitons en finir avec le dumping social. Mise en place en France d'une clause de non-régression et harmonisation par le haut des revenus, droit du travail et des droits sociaux, à partir de la méthode de l'européenne la plus favorisée et constitution d'un salaire minimum européen. Pour la conquête de nouveaux droits visant l'égalité femmes-hommes dans tous les domaines, défense du droit des femmes à disposer de leur corps, IVG, contraception notamment, voyons ce qui se passe en Pologne, et mesures de lutte contre les violences faites aux femmes. Pour la défense de l'environnement, un plan d'investissement dans la transition énergétique et écologique. Pour un développement industriel équilibré, respectueux des territoires et des salariés, innovant au plan social et environnemental. Et pour une alimentation saine et une réforme de la PAC, bien entendu, pour favoriser l'agriculture paysanne. L'Europe du partage et des cultures et des langues, ouverte sur l'Europe. Une Europe protectrice de la création et des créateurs et des créatrices, des droits d'auteur et de la diffusion des œuvres, favorisant la diversité culturelle et le multilinguisme, protégeant l'exception culturelle contre la mainmise des GAFA, développant à l'inverse les programmes et les échanges artistiques et culturels. Je ne vais pas tout vous citer parce que l'intérêt n'est pas là. Notre deuxième point, c'est, à partir de cette vision, travailler les convergences pour construire une Europe, je le redis, avec comme intérêt et visée, l'humain d'abord et pas la finance. Nous souhaitons être capables de défendre les intérêts populaires et de porter une autre voix de la France que celle de Macron ou de la droite et de l'extrême droite. À l'heure où, je le redis, Emmanuel Macron, et ça on le voit dans les médias régulièrement, cherche à faire de l'élection européenne ce référendum pour ou contre l'Europe, ce qui lui permettra d'élargir ses bases politiques, de remporter une victoire et de poursuivre la recomposition politique en France à son avantage, le monde du travail et toutes celles et tous ceux qui luttent tous les jours contre sa politique, la jeunesse qui vaut mieux que cela, et les femmes qui sont en train de bouleverser profondément et durablement les rapports humains,
doivent ensemble mettre un coup d'arrêt au rouleau compresseur néolibéral. Alors où le Front National reste une force structurante du paysage français et où des convergences se cherchent avec la droite radicalisée, nous ne pouvons acter l'éparpillement des forces de gauche. Aujourd'hui, nous souhaitons unir et renforcer les forces progressistes dans le Parlement européen autour d'axes politiques ouvrant des brèches dans la construction libérale de l'UE. Selon les premières projections, et c'est important quand même d'en parler, le rapport de force pourrait une nouvelle fois se dégrader en faveur de la droite radicalisée, des populismes et de l'extrême droite. Dans le même temps, la crise de la social-démocratie et l'existence de forces en rupture avec la ligne libérale et les grandes coalitions, l'émergence de partis progressistes nouveaux, peuvent, à condition d'un travail politique de convergence de qualité, faire passer une étape de développement de groupes parlementaires à l'Union européenne. Dans cette optique, nous exprimons notre opposition ferme aux logiques de division. L'issue positive pour les peuples réside dans notre capacité à dépasser ces débats pour porter ensemble dans un front commun européen et dans le Parlement les intérêts et les besoins populaires. Merci pour votre attention. Merci. Donc à Stéphane du POID. Bonjour à toutes et à tous. Donc, pour commencer, je dirais tout d'abord que le Parti ouvrier indépendant démocratique est un parti, son nom l'indique, mais un parti basé sur la reconnaissance de la lutte de classe. C'est important déjà de commencer par ça, et pour nous, il s'agit de se battre pour édifier une société socialiste. Et à l'époque de la mondialisation, forcément, ça dépasse les frontières nationales. Nous sommes donc un parti également qui combat pour la construction d'une internationale ouvrière. Et d'ailleurs, nous avons des camarades dans une cinquantaine de pays du monde. Et pas plus tard que le week-end dernier, il y avait une conférence européenne pour la rupture avec l'Union européenne. Donc, il y a eu donc, les 12 et 13 mai, et le 13 mai, nous participions dans le cadre du mouvement pour la rupture avec la Ve République et l'Union européenne, nous participions à une manifestation pour dire un an, Macron, ça suffit. Nous estimons qu'il n'y a pas à attendre les prochaines élections pour en finir avec ce gouvernement, c'est maintenant que c'est nécessaire, parce que si on regarde bien, depuis Vichy, me semble-t-il, nous n'avons pas eu un gouvernement qui frappait aussi fort, aussi rapidement contre la classe ouvrière et les votes démocratiques. Et donc, c'est une question d'urgence que de se battre pour l'unité, pour chasser Macron. Et pour nous, ça fait corps. Combattre contre ce gouvernement, combattre pour le socialisme, combattre pour la rupture avec l'Union européenne, ce sont différentes facettes, pourrait-on dire, mais c'est un même combat. S'il y a donc plusieurs classes antagonistes, il faut être bien clair sur la nature des institutions. Les institutions telles que, au premier chef, l'État, ou même une structure supranationale comme l'Union européenne, ce ne sont pas des choses qui sont au-dessus des classes. Ces institutions, et comme il dit, Marx lui-même expliquait déjà ça sur la nature de l'État, l'État est au service de la classe dominante. L'Union européenne, structure supranationale au-dessus des États, qui coordonne en quelque sorte les États bourgeois nationaux, c'est une institution, c'est une Union européenne au service du capital. Certes, dans un contexte géopolitique qui a été en partie rappelé tout à l'heure, mais il faut déjà partir de cela. Est-ce qu'il s'agit donc de réformer ces structures de domination de la classe capitaliste ou de les abattre pour édifier un État ouvrier avec un gouvernement ouvrier? La question, elle est là. Et pour sa part, le Parti ouvrier indépendant démocratique combat pour un gouvernement ouvrier, le socialisme, et donc en toute logique pour la rupture avec la Ve République et l'Union européenne, comme vous le disiez tout à l'heure. Et il ne s'agit pas simplement de perspectives, il s'agit de choses très concrètes. Lorsque l'on se prononce pour une assemblée constituante, il ne s'agit pas de faire une nouvelle constitution, simplement. Nous nous prononçons, c'est dans le manifeste du POID, que vous pouvez vous procurer, j'en ai mis un exemplaire, on peut vous en fournir. Nous nous prononçons pour une assemblée constituante souveraine.
Pas pour une assemblée constituante avec une 6e république, qui serait une république bourgeoise de plus. Pour une assemblée constituante souveraine. Où donc des délégués, des représentants du peuple, dans un contexte certainement bouleversant, et avec, je dirais, certainement grève générale, de forts mouvements sociaux, etc. Je veux dire, c'est pas quelque chose. On n'attend pas que M. Macron convoque une assemblée constituante souveraine, entendons bien. Souveraine, ça veut dire donc dégager des institutions de l'Union européenne. Parce que se prononcer pour une assemblée constituante dans le cadre de l'UE, c'est une forfaiture. Une assemblée constituante chargée de faire une nouvelle constitution dans le cadre de l'Union européenne, de fait, on est cadenassé. De fait, il faudrait appliquer les directives européennes. Et on peut regarder tous les traités, depuis le traité de Rome, et l'origine c'est le plan Marshall, mais depuis le traité de Rome jusqu'au TSCG, etc., en passant par Maastricht, il ne s'agit que de frapper contre tout ce que nous avons obtenu par la lutte de classe. Pas par le CNR, excusez-moi, mais par la lutte de classe. Parce que le CNR, son programme social, on pourrait y revenir, ça peut faire partie du débat. Je veux dire, c'est pas le Conseil national de la résistance, à mon avis, est à différencier du mouvement de la lutte de classe qu'il y a eu au moment de la résistance, avec l'occupation des usines, notamment celle de Renault, hein, et plein d'autres. Bien, donc ça me semble important de rappeler cet aspect. Il y a des institutions qui sont donc au service de la classe dominante et une perspective de combat contre ces institutions pour que les travailleurs et la jeunesse s'émancipent de la situation dans laquelle on les enferme de plus en plus jour après jour. Et il ne s'agit pas simplement de combat antagoniste entre deux classes, mais il s'agit au bout du compte de l'avenir de l'humanité. Puisque aujourd'hui, à force de vouloir baisser le coût du travail, parce que ces institutions, elles sont là pour ça. Et l'Union européenne, notamment avec le TSCG qui oblige au paiement de la dette, ça participe, elle participe globalement à l'abaissement du coût du travail. Toutes ces directives, notamment pour casser le code du travail, ça participe à l'abaissement du coût du travail. Eh bien, cette politique-là, elle amène de plus en plus à la barbarie, à nous faire travailler dans des conditions de plus en plus insupportables. Nous avons obtenu des acquis sociaux de haute lutte, ils sont tous en train de disparaître, les uns après les autres, avec les différents gouvernements de gauche ou de droite, gouvernements successifs. Je vais vous citer, bien sûr, je vous invite à lire ce journal dans son intégralité, à vous le fournir à la fin de la réunion, mais je vais vous citer un petit passage de l'article de la Tribune des Travailleurs qui relate la réunion du week-end dernier, avec 100 militants de toute l'Europe qui étaient réunis. Cheminots, lycéens, enseignants, mineurs de charbon, médecins ou métallurgistes de toute nationalité ont pu exposer le bilan de 25 ans de politique découlant du traité de Maastricht et relayé par les gouvernements de droite comme entre guillemets, de gauche avec beaucoup de guillemets, comme a tenu à le souligner un délégué de Grèce concernant son pays. Il ne s'agit donc pas d'étiquette, de dire de droite, de gauche. Est-ce que nous défendons la classe ouvrière et la jeunesse? Est-ce que nous combattons pour son émancipation? Et donc, est-ce que nous décidons de nous inscrire en rupture, pas simplement avec l'Union européenne libérale, avec l'Union européenne tout court? Parce qu'on ne pourra pas supposer que l'Union européenne pourrait être autre chose que libérale. C'est pas vrai. Il s'agit de lire les textes. Quand j'avais 17 ans, j'ai lu le traité de Maastricht. C'était la première fois où j'ai pu voter. J'ai lu le traité de Maastricht. Et c'était très clair. Il n'y avait rien à espérer de ce qui se mettait en place avec de tels textes. Donc, on peut rappeler, et c'est important de le faire, effectivement, l'origine de l'Union européenne dans le cadre géopolitique, combattant l'impérialisme américain qui s'opposait donc à l'URSS, etc. C'est une réalité. Après l'URSS, on peut discuter de ce qu'elle est devenue avec les bureaucrates qui la dirigeaient. Mais il est certain que l'Union européenne fait partie du dispositif impérialiste. Et ce n'est pas un hasard si aujourd'hui il est question de mettre en place une vaste zone de libre-échange entre les États-Unis et l'Europe.
c'est le vieux projet de l'impérialisme américain. Ils voulaient faire circuler le dollar en Europe, enfin en France, lorsqu'ils sont venus avec leur projet Amgot, etc. C'était ça ce qui était voulu. Alors ils n'ont pas pu parce que la résistance était en armes. Il y a un tas de projets, vous savez, qu'avait la bourgeoisie et même des bureaucrates et qui n'ont pas pu mettre en place comme ils le voulaient. La Yougoslavie, par exemple, dont l'Union européenne a aidé à son dépeçage dans les années 90, la Yougoslavie n'était pas censée être un pays allant vers le socialisme. La résistance a poussé le Parti communiste à prendre le pouvoir. Ce n'était pas du tout ce qui était voulu par les accords de Téhéran, Yalta et Potsdam. Donc il y a eu une lutte de classe qui a imposé autre chose. En France, la lutte de classe était tellement forte au moment de la libération que la bourgeoisie a dû lâcher des acquis qu'on nous envie encore, même s'ils sont abîmés à l'échelle mondiale, comme la sécurité sociale. La Sécu, encore aujourd'hui, a un budget plus fort que le budget de l'État. L'État bourgeois, qui regarde comme ça cet argent, pour pouvoir le récupérer. Et depuis le plan Juppé, il y a un vote dessus, sur le plan de financement de la sécurité sociale. Donc ça fait un moment, je dirais, qu'il y a une volonté de reconquérir ce que nous avons obtenu de haute lutte. Et aujourd'hui encore, lorsqu'il y a des volontés de rompre avec l'Union européenne qui s'expriment, tout est fait pour freiner. En Angleterre, au Royaume-Uni, il y a eu un vote majoritaire, populaire pour le Brexit, pour sortir de l'Union européenne. Nous avons soutenu le Brexit. Nous sommes quelques-uns ici à avoir participé à un meeting européen où il y avait notamment des syndicalistes du RMT, du syndicat des cheminots et marins. C'est une chose très simple. Nous voulons renationaliser les chemins de fer. C'est pas possible dans le cadre de l'Union européenne. Donc il faut en sortir. Et aujourd'hui, le gouvernement qui est en place au Royaume-Uni fait tout pour ralentir cette sortie, pour trouver le moyen de défendre les intérêts de la bourgeoisie. Ça a été la panique lorsqu'il y a eu le Brexit, rappelez-vous. Il y avait même certains qui demandaient à ce que la City soit séparée du reste du Royaume-Uni pour rester membre de l'Union européenne. Grande panique quand même. Mais bon, l'État est toujours en place et aujourd'hui le Brexit est très bien aussi. Donc, je pense qu'il n'y a pas de solution nationale. Si un État, je vais terminer, c'est ça ? Si un État, donc, un peuple plutôt, si un peuple va vers la sortie de l'Union européenne, il va vite se retrouver encerclé. Donc c'est un combat internationaliste qu'il nous faut mener pour rompre avec l'Union européenne. Il n'y a pas de repli national. Nous cherchons à combattre l'Union européenne parce que c'est une institution, un ensemble d'institutions même, comme l'ONU, comme l'OTAN, comme la Ve République, au service de la bourgeoisie qui nous amène de plus en plus à une situation, comme le disait Rosa Luxembourg, c'était le socialisme de barbarie. On amène de plus en plus à la barbarie. La barbarie, elle prend plein de visages. Aujourd'hui, on est dans un pays où on a la sécu, on a des hôpitaux, mais on a des infirmières qui se suicident. Tellement leurs conditions de travail sont insupportables. Si ça, c'est pas la barbarie, c'est marrant, je ne sais pas ce que c'est. Et puis, on peut en parler dans d'autres secteurs, chez les paysans, etc. Dans notre département, on est concerné. Donc, ce qui me semble important d'ajouter, c'est que c'est un combat qui n'est pas un combat idéologique, le combat pour la rupture avec l'Union européenne. C'est un combat qui est très pratique. Et lorsque le peuple, la classe ouvrière, les classes populaires qui peuvent s'adjoindre à la classe ouvrière se mettent en mouvement pour la rupture avec l'Union européenne, il faut savoir avancer avec elle. C'est pas toujours facile, il faut avoir une réflexion. Mais je suis assez fier que le Parti ouvrier indépendant démocratique soutienne la République en Catalogne. Et il ne s'agit pas là d'un repli régionaliste. Il s'agit du combat concret contre l'Union européenne, pour la souveraineté populaire. Parce que si on n'est pas pour la République en Catalogne, et qu'au bout du compte, que se passe-t-il ? On défend le roi.
qui est défendu d'ailleurs par l'Union européenne. Hein, les amis de mes ennemis sont mes ennemis. Hein. Voilà, donc je pense que ça doit faire partie du débat également. Et bon, pour nous, il n'est pas question donc de défendre d'aucune manière l'Union européenne. Bien au contraire, on se bat pour la rupture, vous l'avez compris, avec d'autres militants, hein, mais comme parti clairement affiché dans notre manifeste, à la fin, nous disons, je vous lis un petit passage, l'indépendance financière étant l'une des conditions essentielles de l'indépendance politique, le parti devra, un nouveau parti planifié, parce que c'était dans sa fondation, devra refuser tout subside de l'État, des ONG, de l'Union européenne, et ne compter que sur les cotisations de ses membres et sur le soutien financier collecté auprès des travailleurs. Un peu plus loin, à l'Union européenne fondée sur des traités que l'on veut imposer aux nations et aux peuples contre leur volonté, nous opposons l'union libre des peuples et des nations libres de toute l'Europe. Libre, c'est-à-dire débarrassée des institutions réactionnaires et antidémocratiques de l'Union européenne, ce qui est la condition pour l'établissement de relations sur un pied d'égalité entre toutes les nations et les peuples du vieux continent. Voilà. Je vous remercie. Merci. Alors, qui c'est qu'il y a Gilbert, donc, qui représente Attac. Bonjour. Alors, vous donnez la position d'Attac par rapport à l'Europe est une mission impossible. Pourquoi? Parce que d'abord, on est une association et pas un parti, et que les avis divergent depuis longtemps dans tous les comités locaux et même au sein du conseil d'administration. Voilà. N'étant pas un parti, ça ne veut pas dire qu'on ne s'intéresse pas à la politique, au contraire, on ne fait que de la politique. Simplement, voilà, on a d'autres façons de pratiquer. Comment on fait de la politique? D'abord en nous informant et puis en essayant de faire passer l'information. Et là-dessus, on a pas mal de travail. Vous savez comme moi la difficulté qu'il y a à contrer la masse d'informations qui nous tombe dessus et qui va toujours dans le même sens. Ça, c'est un phénomène qui s'accentue beaucoup ces dernières années, évidemment avec la privatisation de l'audiovisuel et la suppression des services publics. Mais ça veut dire que politiquement, on a en face de nous une masse qui tape tout le temps dans le même sens. C'est quelque chose qu'il ne faut surtout pas négliger. On essaye d'avoir un maximum de coopération avec des syndicats, des partis, des associations, des groupes plus ou moins constitués ou des groupes locaux ou internationaux. Pourquoi? Parce que quand ces groupes ou ces partis ou ces syndicats défendent une lutte pour une cause qui nous semble être proche des nôtres, eh ben, naturellement, on s'y associe. Comme exemple, en ce moment, je vais vous en donner quelques-uns. Nous militons en ce moment avec les producteurs avicoles du département qui sont gravement menacés par des décrets qui ont été concoctés par l'agro-business français d'abord et européen ensuite, et qui vont à terme les faire disparaître. Il y a bon, je ne vais pas développer parce que ça serait trop long, mais un décret va s'appliquer au 1er juillet de cette année qui va obliger ces petits producteurs locaux, bio, etc., paysans, à de tels investissements qui vont disparaître. Nous appelons par exemple à tous se rassembler le 26 mai dans la rue, tout mouvement, toute organisation confondue si c'est possible. Nous avons soutenu l'opposition à la constitution de l'aéroport Notre-Dame-des-Landes. Nous luttons comme nous pouvons contre l'évasion fiscale en essayant de faire des actions choc, ce qui nous vaut en particulier dans le Vaucluse une condamnation d'une de nos militantes, Nicole Briand, pour ne pas la nommer, qui va passer en jugement au tribunal de Carpentras le 7 juin. Et évidemment, à cette occasion, nous avons essayé d'en faire un maximum et de profiter, entre guillemets, des médias pour alerter l'opinion sur le fait que la BNP, entre autres, et comme toutes les banques systémiques, a toujours des sociétés écrans dans les paradis fiscaux.
Ça nous met dans des situations difficiles. Hein. Je note aussi que ATTAC, évidemment, est une association non gouvernementale, mais qui ne compte que sur les cotisations de ses adhérents. Hein. Pas de subvention, ni rien du tout. On garde nous aussi notre indépendance par rapport à ça. Nous sommes ou à l'initiative ou participants des collectifs anti-TAFTA, maintenant anti-CETA, des collectifs pour l'audit citoyen de la dette, et il y en a d'autres comme ça. Nous participons aux forums sociaux, évidemment internationaux. Nous avons des ramifications, entre guillemets, dans pas mal de pays, en particulier en Allemagne. Mais là, comme au sein d'ATTAC nationale, nous avons pas mal de divergences sur différentes questions entre les membres d'ATTAC Allemagne et d'ATTAC France, par exemple. Mais bon, ça fait partie de notre fonctionnement. On discute, on essaye d'avancer sur nos positions. Voilà. Nous fêtons nos 20 ans cette année. Et un de nos axes, une de nos motivations premières était la taxation des transactions financières, qui malheureusement est toujours d'actualité. Alors, cette taxe qui était dénoncée comme vraiment quelque chose qui ne pouvait pas exister, qui était une aberration financière, etc. On a été très surpris quand c'est Sarkozy lui-même qui d'un seul coup s'est reconverti. On a cru qu'il allait adhérer à ATTAC, ça n'a pas été le cas. En tout cas, pour refinancer les banques, il a trouvé que cette solution pouvait avoir des intérêts. Cette taxe, elle a encore d'ailleurs des échos, en particulier en France, où elle existe malgré tout. Le problème est qu'elle est complètement dévoyée, en particulier par Emmanuel Macron, qui, alors qu'il était prévu que cette taxe s'applique, je fais une petite parenthèse, elle s'applique à peu près à une centaine d'entreprises en France qui font plus d'1 milliard de capitalisation boursière par an. Donc elle s'applique par an. Ça représente à peu près pour l'État un revenu d'environ un peu plus d'1 milliard en 2015, un peu moins d'1 milliard en 2016. Vous voyez que c'est quand même très peu par rapport aux masses financières qui circulent tous les jours sur la planète. Et donc, cette taxe qui devait s'appliquer par jour, par un décret de notre cher Emmanuel, elle disparaît, donc elle ne sera pas appliquée. Voilà. Par contre, Pierre Moscovici et Emmanuel Macron nous disent qu'ils vont militer au niveau de l'Europe pour l'instauration d'une telle taxe. Donc, évidemment, on les prend très au sérieux, connaissant en particulier le parcours de Pierre Moscovici et sachant tout ce qu'il a fait pour justement casser cette idée. Enfin bon, je ne rentre pas dans le détail. Sur l'euro. Alors sur l'euro, au sein d'ATTAC, là aussi il y a beaucoup de divergences, parce que faut-il en sortir, faut-il y rester, faut-il réformer, c'est un débat qui est récurrent chez nous. Je pense que après ce qui s'est passé en Grèce, beaucoup de militants d'ATTAC se sont enfin rendus compte, mais j'en fais partie. Je veux dire qu'avant l'épisode entre guillemets grec, je me disais est-ce qu'il faut pas, etc. J'ai plus beaucoup de doutes là-dessus, c'est-à-dire que l'euro, on s'est rendu compte que c'était avant tout une arme de destruction massive. On va employer toutes les métaphores qu'on veut, mais voilà, tout le monde s'est rendu compte de ce que c'était réellement que l'euro, et qu'il est évident, me semble-t-il, pour un maximum de militants d'ATTAC aujourd'hui, qu'il faut changer cette monnaie. Faut-il en faire faut-il la contrôler plus, mieux, différemment? Faut-il en sortir? Faut-il avoir une monnaie commune, une monnaie unique, etc. C'est un débat qu'on a régulièrement. Sur la Commission européenne, je crois que là il y a une très forte unanimité chez nous, c'est dans beaucoup de partis de gauche, me semble-t-il. C'est vraiment le cœur du système, cette Commission européenne non élue et qui a le pouvoir de décider de quelles lois on va parler, qui a le pouvoir de les appliquer et de sanctionner les États. Que ce soit Barroso ou Juncker, du nom des commissions,
voilà, c'est des gens, en particulier pour Jean-Claude Juncker, qui devraient presque être en prison, dans mon avis. Hein. Il a été l'initiateur d'un paradis fiscal qui existe toujours au sein de l'Europe, ça s'appelle le Luxembourg. On a des États qui sont représentés à la Commission européenne, je pense à Malte, qui assassinent des journalistes quand les journalistes démontrent, preuve à l'appui, que les membres du gouvernement vendaient des passeports ou des cartes d'identité à des membres extra-européens pour qu'ils puissent faire des affaires en Europe. Voilà. Bon, il est évident, et on peut prouver que sur le volet financier et banquier, la Commission européenne est totalement dévolue aux banques internationales et à la finance. Sur des domaines très importants, comme celui de l'agriculture, qui représente à peu près 30% du budget européen, on voit que la finance et l'agro-business ont pris le pouvoir complètement. Ils sont en train de tuer les spécificités agricoles européennes. Bon, sur la santé, le travail, j'ai cru comprendre que quelqu'un allait parler de la Confédération européenne des syndicats. Il faut en parler, parce que sur le plan syndical, c'est quand même une catastrophe européenne. Hein. On en parle peu, mais pourtant, je pense que si j'étais syndicaliste, et je ne suis plus retraité, mais enfin, voilà, c'est pas le problème, mais en tout cas, ça pose un problème, ce syndicat, cette Confédération européenne des syndicats. Et puis, les lobbies, alors les lobbies européens, voilà, ils ont maintenant droit de citer, hein, c'est-à-dire qu'une grande partie des lobbies sont déclarés en Europe, et ils s'affichent comme tels. Bon, c'est leur droit, on leur a donné ce droit, ils l'utilisent. C'est évidemment une catastrophe pour l'ensemble des populations européennes. Et puis, il y a ces accords commerciaux, alors contre lesquels on s'est fortement mobilisé, et en particulier le TAFTA et le CETA, pas seulement, mais cela parce que c'est ce qu'on appelle des accords de deuxième génération, qui n'ont plus rien à voir avec des accords commerciaux. Il y a évidemment un volet commercial, mais il y a vraiment une prise en main de ce qui va faire nos vies dans les 20, 30, 40 prochaines années. C'est-à-dire qu'il y a une prise en charge des normes, une définition des normes par la finance, par la Banque internationale. C'est vrai aussi pour la pharmacie, c'est vrai dans tous les domaines, hein, la sécurité. Si on prend des domaines particuliers de la santé, je pense aux nanoparticules, je pense aux perturbateurs endocriniens, je ne parle même plus du nucléaire, etc. Ces traités vont nous obliger à aller dans ce sens-là, obliger à ce que l'air soit pollué, à ce que l'eau soit polluée, à ce qu'il y ait dans l'environnement qu'il y a ici, par exemple, un tas de substances qui sont dangereuses pour tout le monde et en particulier pour nos enfants. Voilà, ces accords commerciaux, c'est donc un des axes principaux actuellement de notre et de nos actions. Il est évident à partir de là que tout ce qui pourra faire en sorte qu'on remette totalement en cause le système européen dans son ensemble, que ce soit l'euro ou que la Commission européenne, ça nous intéresse, ça fait plus que nous intéresser, ça nous mobilise, et je pense qu'une majorité des militants d'attaque qui est de cet avis. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Donc, du Fonds syndical de classe. Bien, bonjour à tous. Je vais essayer de faire court, parce qu'on m'a demandé de faire court. Il va être difficile de faire court quand on mène la lutte permanente. Une lutte, ça ne se mène pas d'une manière épisodique et courte. La lutte de classe, elle est permanente. Alors, j'interviens au niveau du Front syndical de classe, mais je suis quand même syndicaliste CGT. Et même si on essaie de retraiter, on peut toujours être syndicaliste et responsable. Alors, je ne suis personne, je ne vois personne, mais j'ai entendu, je crois. Alors, ceci étant, sachez que le Front syndical de classe, ce n'est pas une organisation syndicale, c'est une association qui aujourd'hui a toutes ses raisons d'être et de mener la bataille qu'elle mène, surtout avec l'action aujourd'hui des cheminots, car si on se rappelle 1995, on est exactement dans la même situation au jour d'aujourd'hui que 1995. Je suis cheminot, ancien secrétaire général du syndicat des cheminots. Je l'étais du moins. En 1995,
il a fallu une grande bataille, une délégation des cheminots qui monte à Paris, alors que se tenait le 45e congrès à Montreuil, pour secouer un peu Louis Vianney à l'époque, et pour lui demander d'appeler à un mouvement un peu plus général et plus grand. Alors, voilà, on a eu les grandes batailles aussi et luttes de 2007, je ne sais pas que tous vous devez vous rappeler, sous Fillon. Eh ben, nous voilà, disons, 10 ans après 2008, où l'ensemble, à l'époque, des responsables qui travaillaient pour monter cette association afin d'éviter la dérive des organisations syndicales, principalement depuis la création de l'Union européenne. Et je préfère dans le débat revenir tout à l'heure sur l'Union européenne. Je crois que Benoît a parlé depuis le traité de Rome, mais syndicalement, il faut absolument y revenir pour une raison essentielle. Si je regarde dans cette salle, à part peut-être 4 personnes, des militants syndicaux aujourd'hui, des cadres syndicaux, comme je l'entends, qui sont des quarantenaires, ils n'ont pas ces notions qu'on a connues, ceux qui ont connu avant 95. Ça paraît tout près de 95, 23 ans. Aujourd'hui, ceux qui sont rentrés sur le marché du travail, regardez, une vingtaine d'années en arrière, n'ont pas eu toute cette secousse. Et comme certains m'ont dit, et principalement un de mes enfants, il m'a dit, nous sommes nés dans l'Union européenne, nous connaissons la CES, et depuis, comme on dit d'autres syndicalistes, nous sommes les enfants Thibault. Donc à partir de là, ça pose problème. Et effectivement, si le Front syndical de classe, qui à cette époque, composé de militants de CGT et la FSU, avait lancé une lettre aux états-majors syndicaux, signée par plus de 5000 personnes, et qui appelait à contribuer à construire démocratiquement et d'urgence une action tous ensemble et en même temps. Et vous avez qu'à entendre partout tous ensemble et en même temps, je me permets de vous dire, le Front syndical de classe qui a mis ce slogan en place à ce moment-là. Et on appelait bien sûr à exhorter les directions syndicales nationales et à cesser surtout d'accompagner la rupture afin de reprendre le chemin gagnant. À cette époque, la confirmation de la compromission des directions syndicales, mais aussi le développement des contacts entre militants de classe, ont rendu encore plus impérieuse la nécessité d'agir et de se structurer. C'est pourquoi ces mêmes militants, initiateurs de la lettre ouverte aux états-majors syndicaux, rejoints par de nombreux autres, ont décidé de fonder l'association Front syndical de classe en juin 2009, et depuis nos idées et notre existence produisent leurs effets, tant au niveau national qu'international. Si vous voulez, tout à l'heure dans la salle, je reviendrai sur ce qui est international. J'ai entendu parler de Monnet et d'autres. Je vous dirai comment, au niveau de la FSM, ce qui a été dénoncé au congrès de Durban en 2016, auquel j'étais, et puis avec de nombreux représentants de nombreux pays, dont des syndicalistes de Suisse, des USA et autres, sont intervenus. Je crois qu'il est bon de le savoir aussi. Mais pour nous, le Front syndical de classe, on s'accroche à notre idée principale, à notre identité. Et l'objet, c'est comme le déclarait Henri Krasuki, l'ancien secrétaire général de la CGT. Il l'avait écrit quelques mois avant 68 dans le livre de Benoît Frachon, que je vous recommande, Au rythme des jours, et ça nous permettra de comprendre, depuis 1957, ce qui s'est passé. Henri disait « Rien ne fait plus de mal aux travailleurs que la collaboration de classe. Elle les désarme dans la défense de leurs intérêts et provoque la division. La lutte de classe, au contraire, est la base de l'unité, son motif le plus puissant. C'est pour la mener avec succès, en rassemblant l'ensemble, et il nous permet de dire, la lutte de classe n'est pas une invention, c'est un fait. Il ne suffit pas de la nier pour qu'elle cesse. Renoncer à la mener équivaut pour la classe ouvrière à se livrer pieds et poings liés à l'exploitation et à l'écrasement. Alors dans cette démarche clairement intersyndicale, le Front syndical n'a pas pour objet de devenir une nouvelle organisation, comme je l'ai dit, mais bien de mener la lutte pour le tous ensemble en même temps, à partir des besoins réels des salariés, contribuer à aider les militants dans le respect des organisations existantes et constituer un lieu de repli pour les militants ou syndicats exclus de leur organisation syndicale.
Ça vous paraît peut-être fort ce que je vous dis, mais si vous saviez depuis 20 ans le nombre de militants syndicalistes qui ont été exclus de leurs responsabilités parce qu'ils n'étaient pas dans le droit chemin et les lignes des congrès du 45e congrès et 47e, c'est fort de ça. Et notre point principal est de mener la bataille idéologique auprès de l'ensemble de ces syndicats. Dans ce but, le Front syndical de classe reprend à son compte les principes gagnants du mouvement ouvrier. Mais en même temps, on ne fera pas de séparation complète entre ce qui se dit politiquement et ce qui se passe syndicalement. Parce que le syndicat, c'est avant tout sur le lieu de travail, là où il y a les moyens de production, là où il y a l'exploitation capitaliste. Et à partir de là, j'ai entendu parler du CNR tout à l'heure, il est très difficile, en tant que syndicaliste, de dire à un moment donné, on va mettre un mur entre le politique et nous. Mais comment aurions pu, à l'époque du représentant du CNR, qui représentait le CNR pour la CGT, comment on aurait pu bouder cette table du Conseil national de la résistance où la CGT présentait plus d'une vingtaine de revendications pour le bien des salariés. Vous voyez qu'à un moment donné, il faut arrêter, comme pour le 26 mai, dire nous, on ne veut pas aller manifester parce qu'on n'est pas politique. Mais non. À un moment donné, quand on est tous attaqués, et on sait cette attaque comment elle est en train de se former, on ne peut pas à un moment donné se mettre à côté. Et il faut reconnaître aussi la différence et faire la différence entre un cheval bang et un cheval aveugle. Et pour nous, on a fait référence justement à l'article 1 qui précisait la CGT s'assigne pour but la suppression de l'exploitation capitaliste, notamment par la socialisation des moyens de production et d'échange, en passant par le préambule de 1936, l'action de la CGTU, ou même les statuts actuels du principal syndicat de la FSU, le SNES, qui appelle à l'article 4 le but final du syndicat est l'émancipation complète des travailleurs, cette émancipation ne pouvant être obtenue que par l'expropriation du capitalisme. Alors, comme on disait, en pleine grève 95, et puis un peu plus tard, 10 ans après, lors du comité confédéral national de la CGT, dont Bernard Thibault était devenu secrétaire général, et qui se permet d'interrompre le CCN pour dire le référendum de 2005, cela ne concerne pas le syndicat. J'en appelle aux syndicalistes de s'occuper des revendications de terrain plutôt de cette question. Et il rajoute, faites attention avec ce qui se construit au niveau de l'Union européenne, parce que regardez, au niveau syndical, on est en train de construire quelque chose de grand avec le mariage de la CISN et de la CMT, ou si vous préférez, le goupillon et le sabre, pour devenir la Confédération syndicale internationale depuis le Congrès du Japon en 2004. Voilà où on en est. À partir de là, effectivement, les nouveaux militants qui sont arrivés ont connu cela dès le départ. La construction de la CES, qui a tout fait pour construire aussi la CSI, et derrière une CGT qui roulait dans ce sens-là après Vianney, il était très difficile sur le terrain d'avancer. Et aujourd'hui, on se rend compte que politiquement, le phare d'un parti politique pour une organisation syndicale est difficile dès l'instant où on cherche à reconstruire ou à réorienter, ou on peut dire tout ce qu'on veut. Pour nous, c'est ce qu'a dit Benoît Frachon. Le traité de Rome et aujourd'hui l'Union européenne, qui a mis en place les accords de Schengen, c'est quoi? C'est permettre une armée de réserve qui se promène d'un pays sur l'autre, où on fait passer de la main-d'œuvre d'un côté sur l'autre, à moindre coût, en exploitant tout ça. Et à partir de là, syndicalement, c'est inacceptable. Et l'année prochaine, il y a un congrès de la CGT qui se prépare et de la FSU. Je vous demande à vous, dans la salle, si vous êtes des syndicalistes, eh ben de forcer le débat. C'est vrai qu'on ne peut pas rester dans cette CES, comme politiquement, effectivement, on ne peut pas rester dans cette Union européenne. On marche sur deux jambes, ou alors on va à cloche-pied. Et je ne pense pas qu'on tiendra longtemps à cloche-pied. Parce qu'en même temps que la régression sociale, comme nous l'avons dit, elle ne se négocie pas, elle se combat. Alors, le Front syndical de classe, j'en termine là-dessus, est attaché à l'internationalisme. Parce que, comme l'a dit, on se développe au niveau national et international. Sachez que nous sommes membres du bureau de l'AFSM au travers de l'Union internationale des syndicats, branche retraités et pensionnés.
et adhérents de la FSM. Et à partir de là, on militera avec la FSM, qui regroupe des dizaines et des millions d'adhérents. Je crois qu'ils vont arriver à 100 millions d'adhérents prochainement, avec la Chine comme observateur. Nous arriverons et nous ferons en sorte que la CGT quitte la CES et qu'elle adhère à FSM. Et depuis que nous développons cette idée, sachez qu'il y a quand même la chimie qui a rejoint la FSM. Nous avons des UD qui s'affilient, des syndicats, je crois qu'il y a quelqu'un qui interviendra dans ce sens-là au niveau des territoriaux, qui adhèrent à la FSM. Le syndicat de Monaco a quitté la CES et demande à affilier à la FSM. Et je peux vous en citer encore beaucoup. C'est un travail qu'on a cru qu'on ne réussirait pas au niveau du fonds syndical de classe, mais c'est des choses qui avancent. Et ça avance bien, et c'est à partir de là que certainement, on arrivera à avoir une convergence des luttes. Je vous remercie. Merci beaucoup. Voilà, c'est à Franck Chardini, donc représentant de la France Insoumise. Je termine. Avant tout un citoyen, je ne suis pas un grand orateur, plutôt un citoyen, moi, et donc, pour savoir un peu d'où je parle, je suis plutôt un artiste qui normalement ne s'engage pas, et je suis engagé au Parti de gauche parce que j'étais sensible à l'écologie, au sens écosystème du terme. Et bon, ça fait un parti, et quand je vais arriver à la France Insoumise, c'est très en tant que mouvement, moi en tant que citoyen, c'est pas du tout. Voilà, d'où je parle. Cela dit, il y a quelques amis France Insoumise dans la salle qui vont aussi répondre aux questions, car je ne suis pas un spécialiste. Beaucoup de choses ont été dites, et je suis vraiment d'accord sur le constat, et ça, il y a certaines questions. La France Insoumise, en fait, je pense que vous connaissez la stratégie qui a beaucoup parlé, c'est le plan A et le plan B. Et évidemment, le but, c'est de sortir des traités dans lesquels on ne peut absolument rien faire. Le phénomène Macron est une caricature, montre en effet qu'il faut aller très vite avant que ça soit totalement coordination. Ce qui se passe en ce moment, notamment avec l'appel mais c'est un excellent signe de décloisonnement. Moi, ça fait plaisir d'être peut-être plus bien que je ne sois pas forcément un expert. Et j'ai du mal à me parler fort, moi, en fait. Le reste, ne faites plus. Écoutez-le. C'est difficile. Hein, je ne sais plus où tu étais passé. Oui, bon, je vais être très très court parce que je préfère qu'on discute et les concepts sont bien. Nous, évidemment, l'harmonisation sociale, fiscale est obligatoire pour nous. Et je m'étonne qu'on appelle encore ça Union européenne. Quoi. Déjà, c'est pas une union, mais plus une concurrence. On va droit vers une mort certaine. Donc sortir des traités, c'est évident, mais en effet, le point peut-être qui fait un peu à diverger, c'est peut-être une forme de méthode. À mon avis, nous attendons notre tournant à la Commission et au Parlement. On a vu avec l'adresse, et il ne faut surtout pas, à mon avis, leur donner le moindre prétexte de nous accuser d'être les casseurs, ceux qui détruisent l'Europe, les fautifs. Chose très facile, hein, mais qui va tellement être amplifiée, instrumentalisée, que je vois arriver gros comme un camion. Donc le plan A, en deux mots, c'est dire voilà, on renégocie tout, hein, ça va plus du tout. On est face à une forme de réalité. Évidemment, il y a peu de chances que les 27 soient d'accord. Donc le but, à terme, ce serait de faire un accord avec des pays qui aimeraient faire une autre Europe sociale, plus humaine, que le capitalisme ne soit pas l'alpha et l'oméga, au contraire, qu'il soit éradiqué des traités. Mais voilà,
Donc je préfère arrêter là parce que je suis très mauvais orateur. Non, je trouve que c'est Ni pas un vrai. syndicaliste, ni un politique, un citoyen, justement ce mouvement, la France Insoumise, qui est pour moi une manière de faire venir des gens comme moi et comme des gens des politiques aussi. Donc je suis, je pense, l'illustration de ce mouvement, une pratique de ce mouvement, voilà, quelqu'un qui, encore une fois, se met vraiment en mouvement politique, citoyen, et j'ai envie vraiment qu'on puisse apprendre une seconde. Voilà. Bravo. Et merci. Oui, moi je propose d'instaurer le débat donc avec la salle. Deux petites choses avant. D'abord, vous remercier tous les six pour votre intervention et d'avoir tenu dans les temps. Je pense que c'est une bonne chose qu'on arrive à organiser ce débat et que ça se passe, et que ça continue à se passer bien. La deuxième chose, c'est que je vais permettre un tout petit peu de publicité pour le TRCF en vous signalant qu'il y a une petite table de lecture ici avec notre journal mensuel qui s'appelle Initiative communiste, notre revue théorique qui paraît 3 ou 4 fois par an qui s'appelle Étincelle, et quelques petits ouvrages. Donc pour l'organisation du débat, ce que je vous propose, c'est qu'on prenne une demi-douzaine d'interventions de la salle, par exemple, questions, remarques, interventions, ce que vous voulez. Et que à cette demi-douzaine d'interventions, les amis et camarades à la table y répondent s'ils le veulent, s'ils le souhaitent. Et on peut aussi à l'intérieur de la salle se répondre mutuellement. Tout ça quand même dans un certain silence pour que ça se passe bien. Et bien sûr dans un temps réduit, à savoir qu'on avait donné une dizaine de minutes à nos camarades de la table. Je propose qu'on se donne 2 ou 3 minutes par intervention, ce qui est déjà pas mal du tout. Hein. Et après cette demi-douzaine d'interventions, et la réponse éventuelle de nos camarades à la table, on peut faire une deuxième, on peut repasser les plats et faire une nouvelle demi-douzaine d'interventions. Et puis,